bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir Franck Bouys, un peu le régional de l'étape. Bonjour Franck Bouys, régional puisque vous êtes né à Brive en Corrèze. On vous doit une quinzaine de romans, dont la trilogie H, publiée entre 2008 et 2012 aux Ardents Éditeurs, maison d'édition installée à Limoges. Également Noir Porcelaine chez Geste Noir, Grossir le ciel, prix SNCF du Polar, entre autres, publié à la Manufacture de Livres, chez qui vous avez aussi publié Glaise, Plateau et Né d'aucune femme. Et puis en septembre dernier, votre dernier roman, Buveur de vent, chez Albin Michel, aujourd'hui vendu à plus de 80 000 ou 85 000 exemplaires, déjà c'est ça à peu près? Oui, par là. Oui. Donc un très très bon score, couronné de nombreux prix, dont le prix Giono, et en lice pour le prix Inter qui sera décerné le 7 juin prochain. Avant d'en parler, d'évoquer un peu votre carrière, on est à la BFM de Limoges, à la bibliothèque francophone multimédia. Quels sont vos premiers souvenirs de lecture, de lecteur? Comment vous êtes arrivé à la lecture? En écumant justement les bibliothèques. On ne parlait pas de médiathèque à l'époque. Mais c'est vraiment comme ça. Moi, je me suis fait une culture d'autodidacte. Et donc, j'écumais, je piochais un peu tout ce qui me semblait intéressant. Et je pouvais aussi bien aller vers la bande dessinée que vers le roman noir, la blanche, la poésie. Voilà, j'avais une espèce de boulimie dès l'adolescence. Alors, Buveur de vent, je le disais, a reçu le prix Giono. Il est en lice pour le prix Inter le 7 juin. Vous avez été souvent primé. Qu'est-ce que ça représente quand même de recevoir de tels prix? Est-ce qu'on se dit, bon, bah, c'est bien, ou vraiment on est flatté Bah oui, on ne fait pas ça pour ça, mais enfin on est flatté. Puis les prix de lecteur, c'est quand même quelque chose, c'est la consécration ultime. Non, il ne faut pas bouder son plaisir. Moi, on adore recevoir des prix, évidemment. Le Giono, oui, en plus, Giono, c'est quelqu'un qui compte pour moi, évidemment. Pour quelle raison? Parce que j'ai l'impression qu'on creuse un peu le même sillon. Et on creuse le sillon de l'humain plus que de la région, parce qu'on parlait beaucoup de la Provence de Giono, mais c'était de la Provence à travers Giono, mais c'était la Provence de Giono. C'est-à-dire que c'était sa propre mythologie qu'il déployait dans ses livres. Et la Provence n'avait pas beaucoup d'importance. Lui qui rêvait de vivre dans une ambiance pluvieuse, qui rêvait de vivre en Écosse, par exemple, ça fait sourire de le voir comme ça, qu'on lui attribue la défense de la Provence, etc. Non, c'est vraiment sur l'humain. C'est pour ça que j'aime autant des gens comme Giono, comme Simenon, c'est-à-dire dès que vous entrez dans le livre, vous entrez dans l'atmosphère de l'écrivain. Et vous êtes un peu en orbite autour de sa planète, et c'est assez fascinant, ces gens-là. Alors, le prix Giono, la définition, c'est qu'il est décerné au meilleur raconteur d'histoire. Finalement, c'est une belle définition, ça vous convient? Oui, je ne saurais pas me raconter, mais j'aime beaucoup raconter des histoires, évidemment, c'est-à-dire me détacher de moi, m'absenter. Pour moi, la définition du roman, c'est ça, du romancier, c'est de s'absenter, de disparaître et de laisser la place aux personnages. Alors justement, ces histoires, vos histoires, comment vous viennent-elles? Quelle est l'accroche? Je sais par exemple pour Buveur de vent, vous avez vu ce viaduc un jour en étant je crois, à la pêche avec votre fils. C'est comme ça que ça démarre, une histoire, C'est toujours un flash mental, toujours une espèce de quelque chose d'irrépressible. Et là, effectivement, c'était de me retrouver face à ce viaduc. Je n'étais pas retourné depuis 40 ans quand mon père m'y amenait à la pêche. Et ces flashs mentaux, ces images mentales enflamment quelque chose qui est issu de l'enfance, mais toujours. Toujours. C'était le cas pour Grossir le ciel, pour Glaise, pour Plateau, toujours. Et à partir de là, il surgit une phrase. Une phrase, il y a une vision, une phrase, et c'est parti. Et on espère juste que ça aille au bout. Et alors les titres, j'ai vu aussi que vous trouvez le titre au début, après c'est le titre qui vous guide. Il participe de l'écriture aussi du livre. Souvent, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Bon, Buveur de vent, c'était assez évident, puisque l'image, c'était ce viaduc et la vision assez étrange de voir 4 gamins suspendus à des cordes, mais par jeu. Mais par exemple, pour Né d'aucune femme, je savais que ça s'appelait Né d'aucune femme dès le début, mais je ne savais pas pourquoi. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Que vous écrivez sans le savoir. Ben oui, mais j'écris beaucoup quand j'écris pas, j'imagine. Et
Je crois beaucoup à cette gestation qui se fait sans qu'on en ait conscience. C'est-à-dire que je pense que le livre, il s'écrit, je l'ai écrit pendant des années, celui-ci, peut-être pendant 40 ans, sauf qu'il fallait cette étincelle, cette vision qui me permette de la mettre sur le papier, cette histoire-là. Mais c'est tellement fascinant le fait qu'une phrase en pousse une autre, alors que moi, il n'y avait rien de préétabli, que je me dis qu'il s'est forcément passé quelque chose avant. Et il y aura sûrement des histoires qui sont dans ma tête qui ne trouveront pas ce flash mental, cette étincelle, et qui ne s'écriront jamais, des livres qui ne s'écriront jamais. Je suis persuadé de ça. Vous avez besoin de ne pas savoir où vous allez. Par exemple, au début, il y a un cadavre dans ce livre, et on ne sait pas, vous-même, vous ne savez pas forcément qui c'est. Je ne savais pas qui il était, voilà. moi. Quand la première scène, effectivement, c'est ce cadavre qui flotte sur la rivière, et puis des hommes tout autour, et je ne sais pas qui est ce cadavre, moi. Alors je ne voudrais pas écrire un livre dont je connaîtrais le début, le milieu, la fin. J'ai envie de me surprendre, de vivre des émotions qui ne sont pas prévues. Je n'ai pas envie de calibrer quoi que ce soit. C'est la surprise. Et quand je pose mon stylo et que je me relis le lendemain et que je me dis mais d'où ça sort et comment tu vas faire maintenant? Et voilà, le fait de se mettre à sa table de travail, c'est reparti. C'est-à-dire il se passe quelque chose qui fait que au moment où le principe physique est en place, eh ben, le mental a déjà officié. Vos personnages sont très travaillés. Ben, ils sont là, donc je ne sais pas s'ils sont travaillés, mais ils sont là. Donc j'ai qu'à les suivre, j'ai qu'à accepter de les suivre où qu'ils aillent. Ça c'est quelque chose aussi, il y a parfois des scènes dures, il y a parfois des scènes qui peuvent choquer, parfois on me le dit, mais je me dis que si le personnage m'amène là, c'est qu'il y a une raison. Et je ne dois pas faire d'économie, je dois être sincère jusqu'au bout, et quitte à être surpris. Je ne suis jamais choqué quand je me relis. Et quand on me dit mais ça doit être dur d'écrire une scène pareille, parfois j'ai dit non, c'est pas dur parce que ça procède de la même énergie. Toutes les scènes procèdent de la même énergie puisque moi je suis absent. Et donc c'est un engagement physique qui me coûte autant que ce soit la mort du père de Rose dans N'est donc une femme, que l'amour que se portent ces 4 enfants, ces 3 frères et cette sœur. Voilà. Il y a une volonté aussi de vous intéresser aux taiseux, aux ruraux, aux oubliés. Pour quelle raison? C'est parce que vous-même, vous habitez en zone rurale, Je les pratique depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né. Et ça m'a toujours fasciné, ce monde-là, qui va à l'économie des mots et qui parle beaucoup en gestes. Ça a toujours été très compliqué de les traduire, j'allais dire, parce que c'est un peu ça. Et en fait, on se trompe beaucoup, parce que ce qui se dit n'est pas forcément ce qui est à entendre. Et souvent, ce qui se passe d'important, c'est ce qui se passe entre, c'est-à-dire les gestes, les regards, etc. Et j'en suis venu à aller voir tous ces gens-là comme des poètes qui s'ignorent, mais pas des poètes qui déclament des vers, mais des poètes par justement les gestes, par la façon de ne pas dire, la façon d'offrir quelque chose, etc. Et peut-être que aussi ce que je veux faire, c'est témoigner de ce monde-là qui disparaît, de ces, comme Marie-Hélène Lafelle les appelle les derniers Indiens. Je trouve que c'est un peu ça. C'est un peu. J'ai toujours souvenir de ce projet de Edward Sheriff Curtis qui part pendant 25 ans photographier les derniers Indiens d'Amérique. Parce que voilà, ils disparaissent dans les réserves et il a ce projet, il part aux États-Unis, au Canada, etc. Et il leur rend une forme de dignité. Il ne les magnifie pas, il ne va pas à l'encontre de l'histoire, mais ils sont là, ils mettent leurs habits d'apparat, etc. Des figures dignes alors qu'ils sont en train de mourir dans des réserves. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, c'est de donner la parole, comme disait Jim Harrison, à des gens qui ne l'ont pas, qui ne peuvent pas l'avoir, qui n'ont pas les moyens de l'avoir. Et puis de ce monde-là, de cette terre-là, la terre en général, qui est un lieu qui m'a
bah, je suis encore ancré dedans, mes racines sont là. Et peu importe, moi, si j'ai aussi vécu en ville, si j'étais né dans une grande ville, ben, mes forêts seraient des forêts de béton. Mais les personnages, je ne suis pas sûr qu'ils soient très différents. Et justement, depuis un an, là, avec cette aventure Buveur de vent aussi, il ne vous appartient plus le livre à partir du moment où ça y est, il est publié. Est-ce que ça y est, il ne vous appartient plus, il est pour le lecteur, ou est-ce que vous vivez toujours avec Non, ben, je suis dans un autre. Mais évidemment qu'ils sont là, ces 4 gamins, le vieil Ellie, le vieux Long John Silver, ils sont là, évidemment. Et puis, ces personnages se répondent. Depuis Gus, dans Grossir le ciel, il y a des filiations, quoi. Ils font partie de la même famille. Mais il ne m'appartient plus. Et c'est toujours assez étonnant, une espèce de travail schizophrénique quand on se retrouve en rencontre où des lecteurs me parlent de Buveur de vent ou de N'est d'aucune femme, de Grossir le ciel, alors que je suis dans un autre livre. Et en fait, c'est eux qui m'apprennent des choses de mon livre. Vous m'avez dit aussi que vous êtes coordinateur éditorial, au conseil éditorial. En quoi ça consiste ce rôle? Pourquoi l'avoir accepté? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, de libretto, je m'étais retrouvé là-bas et me retrouvé dans cette bibliothèque fascinante, à voir tout Jack London, etc. Et j'ai lu tous ces livres depuis 30-40 ans. Et puis, il m'avait proposé ça, des cartes blanches, quoi, de remettre en avant des bouquins qui ne sont plus forcément lus, etc. Et j'ai dit banco, pourquoi pas, travailler là-dessus. Et donc là, voilà, j'ai fait une préface pour L'homme incendié de Serge Filippini, un bouquin qui a 30 ans, qui est sur Giordano Bruno, cette figure du XVIe siècle qui vivait au temps de Shakespeare. Voilà, on va ressortir comme ça quelques bouquins et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, quoi. En tant que lecteur, de remettre en avant comme ça des textes. Très bien, merci beaucoup Franck Bouis. Donc je rappelle votre dernier roman Buveur de vent, publié donc chez Albin Michel, en attendant le suivant. Puis cet après-midi, vous serez chez Anecdote à la rencontre de vos lecteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon séjour à Limoges.